Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Mario. Bonjour Lilou. Mario Beauregard, le Québécois, chercheur en neurosciences. Mario, on s'est rencontrés plein de fois. Oui. Depuis un bon paquet de temps. D'ailleurs, j'allais au Québec en partie pour aller chercher des infos que tu m'offrais généreusement lors de ces interviews. Tu es venu chez moi la dernière fois, mais c'était en 2015. La dernière fois, Ça fait 9 ans. Mais ça date, parce que je crois qu'une de nos premières interviews, c'est un de tes livres qui était sur du cerveau à Dieu. C'est ça, oui. Chez Trédaniel. Oui. Là, tu as un tout dernier livre qui est Le néant, ténèbres et lumière aux éditions Ariane, qui m'a plus qu'étonnée. J'avais du mal à le poser. Ce petit récit, mais qui est tellement où on se voit baigner dans la source avec un récit tellement captivant de ce qui se passe et carrément cette exploration au-delà du voile de l'illusion. Toi, tu es un scientifique, donc c'est assez fou de lire un récit qui vient de ta part, et en même temps, je connais ton background. Et on va pas dire tu as pas combattu, parce que c'est pas le bon mot, mais tu as vraiment contre le matérialisme athée, et tu as essayé vraiment d'apporter des preuves et des évidences de l'au-delà, de l'amour inconditionnel qui existe, de cette force, de la spiritualité en général. Oui. Mais en lien toujours avec le système nerveux, le cerveau. C'est ça. Toi, tu regardes en fait ce lien-là entre le cerveau et la conscience. Oui, l'élargissement finalement du champ de conscience. Comment ça a évolué au fur et à mesure des dernières années pour toi? Est-ce qu'il y a eu d'autres faits importants, majeurs, qui ont ouvert encore plus les preuves scientifiques? Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans là? Ah, il y a eu... tu te rappelles, la dernière fois qu'on s'était parlé, en 2015, le manifeste pour une science post-matérialiste avait été publié, puis tu m'avais interviewé à ce sujet-là. Ce qui est arrivé, c'est que ça a fait son bonhomme de chemin. Il y a des signatures, il y a une période de signatures qui avait été ouverte pour le manifeste. Donc, il y a eu au-dessus de 400 signatures sur un peu plus d'une année. Et il y a eu des gros noms qui ont endossé tout ça, mais c'était surtout des gens qui étaient professeurs éméritus. Donc, c'était plus dangereux, ils étaient rendus à leur retraite. Les jeunes étaient plus timides parce qu'ils avaient un peu peur pour leur carrière, mais ça a évolué énormément. Le terme post-matérialiste est de plus en plus utilisé. Il y a des colloques, des livres qui parlent de tout ça. Donc, ça progresse. Puis là, on est comme dans une période de transition entre l'ancien paradigme dominant au niveau académique, le matérialisme, puis quelque chose de nouveau. Les données expérimentales qui vont dans le sens du post-matérialisme ont continué de s'accumuler. Par exemple, au niveau de la recherche sur les expériences de mort imminente. Donc, on a trouvé plus de cas de gens qui ont ce qu'on appelle des perceptions véridiques, même en arrêt cardio-respiratoire, donc en état de mort clinique. Ils vont être capables, par exemple, de voir des détails des manœuvres de réanimation, de rapporter ce que les médecins, les infirmiers, infirmières ont échangé. Parfois, ils vont voir des outils, si c'est dans le cadre d'une chirurgie. Toutes sortes de choses comme ça. Donc, la position matérialiste devient de plus en plus difficile à tenir. Puis la population devance le monde académique. Donc, moi, j'ai continué à me promener jusqu'au moment de la pandémie. Les gens sont prêts un peu partout à travers le monde. Ils sont déjà rendus dans une perspective post-matérialiste qui est... elle converge aussi beaucoup avec les grandes traditions spirituelles, au fond. C'est que la science redécouvre avec des outils nouveaux ce que les grandes traditions spirituelles nous disent depuis des millénaires, en fait. Qu'est-ce que tu dirais qui manque le plus, alors, à la science matérialiste ou à la science actuelle, qui est en tout cas validée et qu'on essaye d'imposer encore? De faire une place plus grande à tout ce qui concerne l'aspect subjectif de l'expérience, les rapports subjectifs, de les considérer tous, parce qu'on a besoin de ça pour être capable de mettre ça en relation avec les changements au niveau du cerveau, au lieu de se concentrer uniquement sur, on dit ici, la perspective à la troisième personne. Donc, on voit ça de l'extérieur. On regarde avec un scanner qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, ou avec un appareil d'électroencéphalographie. Ça, c'est des données plus objectives, mais il faut les mettre en relation avec les données subjectives. Et moi, j'incite de plus en plus les scientifiques eux-mêmes à faire des démarches au niveau de la conscience, à expérimenter aussi. Mais on a de plus en plus de scientifiques qui acceptent de faire ça. Puis
après le manifeste pour une science post-matérialiste, 3 ans après, on s'est réunis à nouveau à Tucson, en Arizona, puis on a créé une académie pour l'avancement des sciences post-matérialistes. On a publié des livres là-dessus, mais là, le dernier livre, ça porte sur une 50aine de rapports d'expériences subjectives à caractère spirituel, mystique, par les scientifiques. Très bien. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des sciences. Donc, les gens... Sans utiliser les psychédéliques ou quoi que ce soit? Puis il y en a qui c'était avec psychédéliques. Il y en a d'autres, c'était avec la respiration. Il y en a d'autres, c'est venu de façon spontanée ou dû à une maladie. Eben Alexander, par exemple, c'est lié à une méningite. Mais donc, il y a de plus en plus de scientifiques qui osent aller vers ça. Donc, ça progresse vraiment. Donc, moi, je pense que c'est un peu comme l'histoire de la physique quantique. Au tout début, les physiciens qui étaient plus d'orientation classique, ils ont refusé ou ils ont lutté pendant à peu près 3 décennies, mais ça a fini par s'établir. Là, on n'a plus le temps, on n'a pas autant de temps, là. Non, c'est ça. Là, c'est ça. Donc, il faut agir plus rapidement. Mais il y a un voile, bouge. peut-être, je veux dire, au-delà de ce que nous, on va essayer de faire sur cette Terre, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de plus cosmique ou plus grand qui est en train de se jouer aussi pour que l'humain atteigne son potentiel. Je veux dire, il y a un voile qui va peut-être être enlevé bientôt. Oui. Moi, c'est ce que je pense. Oui. Parce que tu es en contact, enfin tu es édité chez Ariane et tu en parles là, et c'est ça qui fait que ce récit est fabuleux, parce qu'on vit cette incroyable sortie du corps de ce scientifique matérialiste athée qui est de grande renommée, qui a écrit des livres, prix Nobel, etc., et qui se décide d'aller monter en haut du Mont Rainier, et là il a une expérience fortement mystique, on va dire. Oui. Oui. En fait, le personnage central, je l'ai présenté aux antipodes de moi sur le plan de la personnalité et tout ça, mais c'est très près de moi. Et ça, tu penses que ce genre d'expérience, de plus en plus de personnes vont le vivre et qui sont, on va dire, dans une partie ténébreuse, ou plus sombre, ou plus on sent que cet homme était dans une colère, à penser qu'à lui, à essayer de toujours à son avantage et à bousculer les autres, à mal les traiter. Et d'un seul coup, il remet tout en question après un moment d'expérience qui a duré plusieurs heures. Oui, parce que... Ça, c'est des expériences spontanées d'éveil, on va dire, non? Oui. Mais spontané, oui, du point de vue humain, c'est spontané, mais du point de vue spirituel, c'est probablement préprogrammé. Au niveau, par exemple, de ce qu'on appelle le plan de l'âme. C'est qu'on ne s'en rappelle pas, mais à un moment donné, ça nous arrive. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est basé sur des expériences que j'ai vécues moi-même. Puis le fait d'aller vers des plans... Je l'ai vécu parce que j'ai été... Maintenant, j'en parle, je ne parlais pas de ça auparavant, mais... J'avais sauté quelques années à l'école élémentaire quand j'étais plus jeune, puis ils ne voulaient pas me faire perdre trop mon temps, mais je ne voulais pas non plus arriver à l'université trop jeune. Donc, je suis allé travailler en Israël dans un hospice pour des enfants handicapés. C'est une congrégation les filles de la charité qui s'occupait de ça, des catholiques. Et rendu là-bas, à travers l'eau, j'ai contracté des infections au niveau viral. Je suis tombé malade, sérieusement. Il y a une infirmière suisse qui m'a aidé avec du charbon végétal activé. Puis là, on parle de... J'avais 17 ans là, à ce moment-là. Mais je m'en suis sorti, sauf que les virus sont demeurés à l'état latent. Puis quand je suis revenu, puis j'ai voulu, l'année suivante, commencer l'université, là, ça demandait plus d'énergie, il y avait plus de stress. Il y a une panoplie de symptômes qui sont sortis. Puis je me suis retrouvé... extrêmement malade, puis j'ai été obligé d'abandonner mes études, retourner chez mes parents, à la ferme où ils étaient. Puis j'ai passé une année comme un cancéreux en phase terminale ou un sidatique. Et les médecins ne comprenaient pas à ce moment-là. Puis... c'est terrifiant à cet âge de vivre ça. Je sais. Mais... on m'a sorti du corps. À un moment donné, je commençais à être désespéré, au point même de commencer à avoir des pensées suicidaires, parce que je me voyais pas... Le corps était inflammé partout. Le cerveau avait été touché. Je pouvais plus manger. Je pouvais plus me déplacer. Il n'y avait plus d'énergie. Donc, je me suis dit, une vie comme ça, c'est une vie de... Tu sais, certains mystiques qui ont passé des vies au lit comme ça, puis, mais
ne me voyais pas faire ça. Puis les médecins ne pouvaient pas trouver. Puis ça vient de là, ton intérêt pour la spiritualité, ou c'était avant? C'était avant, oui. Ça vient d'une expérience que j'ai vécue à 8 ans, ça. Ouais. Ça a été le point de départ. Et là, j'étais rendu à 19, début 20, vingtaine. Mais ma mère, à des espoirs de cause, elle me dit « prie ». Puis, parce que c'était des catholiques, mes parents, comme la plupart du monde au Québec à cette époque-là. Pas des mystiques, mais... Donc, j'ai fait ça. Puis quelques jours après, en pleine nuit, j'ai eu l'impression qu'on me sortait de force de mon corps physique par le centre au niveau du cœur. D'accord. Puis je me suis retrouvé à l'extérieur du corps en présence d'un être de lumière, comme un guide. Et là, il m'a montré le plan où j'aboutirais probablement dans l'état mental où je me trouvais. Et c'est ça. Ça t'a fait peur, ouais, d'accord. Donc là, tu étais dans les ténèbres. Exactement. Ça faisait peur. Ça a l'air douloureux. Oui. Puis c'était pas une punition. On m'a expliqué que c'était tout simplement une création de l'état mental dans lequel je me trouvais. Puis il m'a fait faire comme, je dis il, mais c'était androgyne. Là. On s'est promené dans ces plans-là, puis je voyais d'autres gens qui s'étaient suicidés aussi, mais qui étaient encore dans cet état-là. Puis c'était pas présenté comme une punition du tout, mais c'était une création de l'esprit humain. Puis il m'a demandé, est-ce que c'est ça que tu veux pour ton futur, finalement? Puis j'ai dit non, mais je sais pas comment faire pour me sortir de... Et là, il m'a expliqué que la maladie, en guillemets, c'était au fond, ça faisait partie d'une étape de transmutation, de profonde, puis que j'avais signé pour ça, mais que j'avais oublié dans mon entente, mon plan, finalement, mon plan de vie. Et puis, il m'a dit, on va t'aider aussi. Tu vas pouvoir monter la pente, mais c'est ça qui va te mener à ce que tu vas faire dans la vie, ton programme de recherche. Puis là, c'est proche d'une expérience de mort imminente, en tout cas. Tout à fait. Oui. Puis, donc là, j'ai accepté. J'étais sceptique aussi, parce que je me disais, vu que mon cerveau était affecté, je me disais, peut-être que c'est comme une hallucination, puis tout ça. Donc, ça a été capté, puis il m'a donné 3 prédictions pour les semaines à venir qui se sont toutes réalisées pour me rappeler que il m'avait donné des éléments qui étaient bien réels. Tangible. C'était pas hallucinatoire du tout. Et après ça, on a visité des plans beaucoup plus lumineux. Comme on se déplace vers quelque chose de beaucoup plus beau. T'as mis du temps à l'écrire, alors? Oui. Si c'était à 19 ans? Oui. Ben, j'ai lutté contre l'idée d'écrire quelque chose comme ça. Parce que... sûr. Tes livres étaient plus basés sur la science? Oui. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais on sent l'expérience, le vécu. C'est la pandémie qui me... Moi, ma réponse au confinement, ça a été ça. Ouais. Le fait de... Ouais. C'est ça qui a surgi. Comme quoi, dans la difficulté, le challenge, il y a des choses lumineuses qui sortent. Oui. Donc, c'est ça. Et puis, donc, on m'a ramené dans mon corps physique. Et puis, ça s'y met à aller mieux. Mais il a fallu 7 ans pour trouver un spécialiste en médecine qui puisse comprendre qu'est-ce qui s'était vraiment passé. C'était le docteur Denis Phaneuf, qui était un fameux infectiologue à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Il était connu dans le monde entier. Et ce qu'il avait réussi à identifier au niveau du sang, mais avec des analyses biochimiques très poussées, il y avait 3 types de virus qui avaient infecté mon organisme en Israël en même temps. Donc, ça n'a pas fait une bonne sauce. Non. Et il me dit, j'ai vu des gens qui avaient eu ça dans leur vie, mais il y a quelque chose que je comprends pas parce qu'ils sont tous morts ou ils étaient tous invalides. Ils se sont jamais relevés. Ouais. Puis toi, tu as fait un petit check à la source. Ben oui, mais là, je lui dis, est-ce que vous avez l'esprit ouvert, docteur Phaneuf? Ben, il dit, oui, teste-moi, on va voir. Ben, je lui ai raconté l'histoire. À la fin, il a dit, ben, tu sais, en médecine, on ne sait pas tout. Loin de là, il se passe plein d'affaires qu'on ne peut pas expliquer. Puis, il dit, si tu le dis, je te crois. Ça devrait faire partie de la science et de la médecine d'être dans ce mystère, dans cette humilité face à l'inconnu. Parce que là, il y a plein de révélations qui peuvent arriver. Oui, sinon, c'est figé, non? Tout à fait, oui. Mais on en voit de plus en plus dans des programmes où on parle de médecine intégrative. Donc, il commence à en avoir de plus en plus aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Oui. Heureusement. Puis ils font une petite part ou une plus grande part à la spiritualité quand même. Ouais. Donc, parle-nous de ton dernier projet, là, qui a l'air hyper intéressant quand même. Ah ben oui, mais ça aussi, c'est lié. Oui, tout est lié. Finalement,
moi, j'ai étudié des gens qui, avec les outils modernes des neurosciences, pour voir qu'est-ce qui se passait dans le cerveau quand les gens vivaient des différents types d'élargissement du champ de conscience, soit des expériences mystiques avec des carmélites contemplatives, des moines, certains moines, mais aussi avec des expérienceurs qui avaient vécu une EMI suite à un arrêt cardio-respiratoire. Donc, ils avaient vécu un moment de mort clinique. Ouais. Puis j'ai essayé de trouver comme une sous-catégorie de ces personnes-là qui disaient demeurer en contact avec la lumière. Donc, il l'appelait la lumière. Alors, je me suis dit, est-ce que les carmélites, par exemple, qui disent se connecter à Dieu versus les expérienceurs qui ont eu une EMI, qui disent qu'ils sont encore capables de se connecter à la lumière, est-ce que ce ne serait pas les mêmes circuits, les mêmes régions dans le cerveau? C'est ça que j'ai voulu tester. Puis aussi, on a étudié c'est quoi les bandes de fréquences aussi, les ondes cérébrales. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était très, très, très similaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça a l'air de quoi le cerveau quand on est dans cet état de béatitude ou de connexion au divin? Ou de... Oui, Comme tu le décris d'ailleurs très bien ici. Au niveau, c'est que... Tu sais, dans une journée, maintenant, on sait qu'il y a eu des études en psychologie qui ont été faites. On peut avoir, lorsqu'on a une activité mentale qui est forte, entre 50 000 et 70 000 pensées dans une journée seulement. J'ai entendu ça. Oui. Dingue. Dont une grosse portion négative. Exactement. 80 de ces pensées-là vont être... C'est nos patterns, finalement, nos conditionnements, nos schémas. Ça revient... Les formes changent un petit peu, mais c'est toujours là. C'est ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut dans le cerveau. Et ça, c'est très lié à la partie préfrontale du cerveau qui est comme l'organe de la civilisation. C'est ça qui nous distingue du règne des autres mammifères dans le règne animal. On a une partie préfrontale très développée, mais cette partie-là, c'est elle qui génère le bruit mental aussi beaucoup. Donc, quand il arrive des expériences de ce type-là, le réseau par défaut, il se met au neutre plus, ou il ralentit beaucoup. Puis c'est comme ça qu'on peut réussir à capter des informations. C'est comme si le cerveau agit comme un filtre, comme le disait Henri Bergson, William James, il y a plus de 100 ans. Déjà, il y avait cette conception-là. Et là, le filtre, qui est l'activité mentale, finalement, qui nous coupe de notre source, ça devient beaucoup moins efficace. On peut le faire par... Les psychédéliques font ça. La méditation profonde le fait. Mais aussi, on peut changer les fréquences des ondes cérébrales en utilisant des sons de fréquences différentes. Parce que le cerveau, il y a une faculté de se mettre en résonance avec les fréquences externes, les stimulations. C'est les chamans qui avaient découvert ça il y a 50, même 100 000 ans, on dit, dans certains cas, avec le tambourinage. Il y avait le feu, ils utilisaient le feu aussi dans les rituels. Il n'y avait pas les techniques modernes des neurosciences, mais ils voyaient intuitivement qu'on pouvait changer l'état de conscience des gens qui participaient au rituel. Donc, c'était ça la réponse d'entraînement des ondes cérébrales. Donc, ça veut dire qu'on peut soit augmenter la vitesse des ondes cérébrales, on peut la ralentir. Et dans les expériences mystiques, dans les expériences chez les expérienceurs qui se reconnectent à la lumière et tout ça, les fréquences s'abaissent pour se rapprocher du point zéro, comme dans l'expérience de mort imminente qui est induite par un arrêt cardiaque, la fréquence tombe à zéro. Mais moi, ce que je fais, j'amène les gens vers le zéro, mais pas le zéro tout à fait. J'amène les gens à la frontière du bas θ et du début des ondes delta. Puis dans cet état-là, c'est difficile de demeurer éveillé. Pour que les gens demeurent éveillés, en parallèle, là, je te donne ma recette. C'est presque un état hypnotique, là. Oui. On envoie des petites pulsations, donc gamma, et c'est ça qui permet aux gens de demeurer éveillés puis de ramener l'information. Oui, pour s'en souvenir, parce qu'on ne veut pas un petit blackout. Oui. Puis les gens sont guidés avec... Ça, c'est un peu comme dans l'hypnose. Il y a une guidance, mais elle dure beaucoup moins longtemps que dans l'hypnose parce que l'induction de l'état élargi de conscience, il se fait par les sons qui sont dans la trame sonore.
Donc, on n'a pas besoin de parler aux gens pendant 10 minutes, 12 minutes. La réponse d'entraînement des ondes cérébrales se fait en l'espace de 5-6 minutes. On est déjà rendu. C'est rapide, hein? Très, très rapide. Même chez les gens qui ont beaucoup de difficultés à lâcher le mental? Oui, mais ça, c'est comme une méthode mécanique, finalement. Donc, ça fonctionne très, très bien. Ouais. Puis rendu dans ces états-là, bien là, on peut guider les gens vers... Donc, on peut... moi, j'utilise ça pour... j'ai étudié la psychologie là, avant d'étudier les neurosciences. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène... on fait un travail au niveau de toutes les couches d'identification du petit moi, l'ego, au niveau des croyances limitantes, les traumas, tous les patterns émotionnels qui sont engrammés en nous. Ils remontent à la surface? Oui, mais là, c'est plus facile de travailler avec les gens dans cet état-là parce qu'ils sont dans un état où ils ont une distance par rapport à leur propre souffrance. Ils sont dans un état de conscience plus large. Là, c'est beaucoup plus facile d'aller examiner. Il y a des choses terribles, là. Parfois, c'est... Par exemple, j'ai eu une dame qui avait été violée en groupe et elle avait développé... Ça, c'est un beau cas, un des plus beaux cas que j'ai vus. Elle a développé, sur des décennies après, un cancer qui a atteint son foie, puis une partie de son intestin. Et dans l'état de conscience élargie, elle ne pouvait pas faire de lien entre sa maladie et des événements de sa vie. Elle ne voyait pas, puis les médecins non plus. C'était à l'hôpital Notre-Dame. Bon, ils ne croyaient pas à ces choses-là. Ils pensaient que c'est d'origine purement biologique. Mais lorsqu'elle est rentrée dans l'état élargi de conscience, moi, je lui ai demandé, là, je l'avais vu en individuel, pas en groupe, je lui ai demandé, est-ce que tu peux demander à ton grand moi, on appelle ça dans différentes traditions le soi, ou peu importe. C'est comme ton essence spirituelle, là, ton étincelle divine en soi. Demande-lui, lui ou elle, ça n'a pas de genre, de t'envoyer des informations pour essayer de comprendre l'origine de tout ça. Comme le faisait Dolores Cannon. Exactement, oui. Et là, elle a vu des scènes de... Là, elle recule en arrière presque 30 ans, puis c'est une belle soirée, il fait chaud à Montréal. Elle a invité des amis dans son appartement, 3 gars. Puis elle est avec ses amis de gars, mais ils ont bu beaucoup. Puis là, ben, à la fin de la soirée, les gars n'ont plus trop de contrôle. Même s'ils sont amis, ils décident de lui sauter dessus puis d'abuser d'elle. Et là, je lui demande, est-ce que tu as enregistré... Ben, elle s'est trouvée dans un état de dissociation, comme ça arrive souvent. C'est un mécanisme de défense, donc au plafond. Mais elle a quand même pensé, puis je lui ai dit, quelle pensée tu as eue? Et là, elle a dit, elle a pu se rappeler de ce qu'elle avait pensé, puis ils me font chier, je les haïs, les hosties. Alors là, c'est du québécois, là, mais je suis désolé, mais bon. Tabarnak! Sacristi! Toute la clique a pire que ça. Oui. Mais, tu vois, elle a gardé ça en elle, dans son corps. Ça l'a comme imprégné son... Finalement, elle a fait le lien. Et là, ben, l'autre étape, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu es capable de leur pardonner? C'est ça. Parce que c'était ça. Puis ça, elle était rendue au stade terminal de cancer. Donc, il l'avait retournée chez elle pour mourir. C'est une animatrice de radio qui m'avait référé à elle. C'était une amie d'une animatrice de radio. Et... bon, c'est resté là. Elle me dit, je vais penser à tout ça puis voir si je suis capable de pardonner. Mais elle sentait qu'il y avait des changements dans son corps, puis ça. Puis elle a recontacté l'oncologue, puis elle a dit, est-ce que je pourrais avoir un nouveau scan? Il a demandé pourquoi. Ben, elle a dit, il me semble, j'éprouve comme des changements. Il y a peut-être quelque chose de... Elle n'a pas dit qu'elle avait fait ce show-là. Le médecin y a accepté. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait déjà 50% des tumeurs qui avaient régressé. Au niveau du foie, au niveau des intestins. Bon, alors, ben là, moi, je l'ai encouragé à continuer dans ce processus-là, puis à pardonner pour elle. Pardonner? Oui, aussi. Mais finalement, quelques mois après, toute trace de cancer avait disparu. Tu vois? Puis ça, c'est le produit d'un contact avec
avec le niveau spirituel en soi. Et ça marche aussi bien en groupe, parce que là, tu l'as fait individuellement avec elle? Oui, mais oui, Comment ça se passe en groupe, finalement? C'est ta voix qui est enregistrée et les gens entendent? Non, je peux les guider live. C'est guidé live? Oui. En fonction du groupe aussi, je suppose? Oui, mais puis j'essaie de travailler seulement avec des petits groupes, mettons 15-20 personnes maximum, pour que ça soit plus facile. Puis là, à Montréal, fin mai, il va y avoir une fin de semaine comme ça. Puis ils vont tous être équipés, les gens, d'écouteurs. Donc, parce qu'il y a toujours, dans un groupe, il y a quelqu'un qui a un rhume, il y a quelqu'un qui est plus agité, qui bouge, etc. Il peut y avoir des bruits dans l'environnement. Là, les gens vont tous... Et les gens qui peuvent hurler aussi, en revivant des traumatismes, non? Ça peut être assez bizarre dans la salle, non? Oui, ça, c'est arrivé aussi, quelquefois. Oui. Là, il faut... Parce que tu es en groupe, donc ça peut perturber... Oui, puis ça peut être contagieux. Ouais. Donc, oui. Mais aussi... Faut savoir gérer ça. Oui. Ben, je travaille... Souvent, il y a un psychologue, une psychologue qui vient, tu sais, pour, à ce niveau-là. Quelqu'un qui a fait une formation clinique. Moi, j'ai étudié la psychologie, mais j'ai pas fait de formation de clinicien. Donc, mais on voit des choses extraordinaires. Quand on réussit à se connecter à ce niveau-là en soi, ben, on peut voir des petits miracles puis des grands miracles. Ce qu'on l'avait vu avec Anita Moorjani à partir du moment qu'elle avait fait une expérience de mort imminente avec ses 21 tumeurs de la taille de balles de golf. Une fois qu'elle avait vécu ça, la guérison avait été très rapide. Ah oui. Une fois qu'elle avait capté le vrai message. Oui. Ah oui. Et, puis il y a plusieurs cas répertoriés comme ça. Ouais. On n'a pas le droit d'aller dire ça. C'est sûr que je peux pas aller dire. On m'a averti, le Collège des médecins n'aime pas au Québec. Faut pas parler de guérison. Il est temps de le dire maintenant. Oui. Non? Ben moi, je pense que oui. Ouais. Oui. Moi, oui. Il me semble pour faire progresser les choses. Oui. La médecine n'a pas le monopole de la guérison. Je veux dire, on peut... ou l'amélioration des symptômes et tout ça. Donc... Ça te donne beaucoup d'espoir? Ben oui. Mais quand j'ai vu des beaux résultats comme ça, puis je me suis promené un petit peu. J'étais venu en France faire des tests, en Belgique, mais beaucoup au Québec aussi. Bien là, je me suis dit, il faut mettre ça à la porte. Je veux former des gens qui seraient capables d'apprendre cette approche-là. Ça serait comme un outil de plus dans le coffre des gens, par exemple, en relation d'aide. Et tu peux le faire grâce à Internet, ça? Ben oui, en grande partie. Donc maintenant, toute la partie théorique est déjà, l'introduction est déjà disponible sur mon site. Oui. Puis les stages pratiques, ben là, on est en train d'organiser ça. Super. Oui. Ouais. Ben là, tu as un laboratoire géant, je veux dire, même pour toi, c'est génial, non? Tu vas recueillir beaucoup de... Je vais recueillir les données. Ouais. Je vais probablement publier un livre d'ici quelques années, avec des analyses et tout ça. Mais... J'ai quitté l'Université de l'Arizona il y a 2 ans. T'étais à Tucson, non? Oui, mais j'ai eu des... Je sais pas si on devrait parler de ça. Si, on peut parler de tout. J'étais un rebelle. Ben j'imagine, ça se voit. Oui. Non, ça se sent, hein? On entend. Je le sais, mais j'ai eu le malheur de... Moi, c'était le... Moi, je suis pro-choix, donc les gens veulent se faire vacciner, ils peuvent se faire vacciner, mais moi, j'en ai pas besoin, j'étais en parfaite santé. Puis je sais pas si on veut aller totalement dans cette conversation. Ben oui, mais c'est parce que ça peut expliquer certaines choses qui viennent après. Donc, l'association que j'avais co-créée, l'Académie aux États-Unis, est composée de gens qui étaient tous plus vieux que moi, comme Gary Schwartz, Dean Radin, Larry Doss. C'est tous des gens super connus. Sauf qu'ils avaient tous peur. Ils avaient peur pour leur vie. Ouais. Parce qu'ils étaient plus vieux, plus fragiles. Et là... Ils m'entendent donner une entrevue sur un podcast très écouté aux États-Unis qui s'appelle Skeptico. Il y a des millions de personnes qui peuvent entendre ça. Puis il y a un de mes collègues post-matérialistes qui entend ça. Dean Radin, je pense. Il me dénonçait. HeartMath Institute. Il me dénonçait devant tout le monde. Et ils m'ont expulsé de ma propre académie. Création puis l'Université d'Arizona, même chose. C'est fou comme ça a révélé... Vous voulez pas être vacciné? Bien, ils m'ont dit, dorénavant, vous n'êtes plus un scientifique, vous êtes un activiste. On vous voit comme un activiste, puis c'est pas le genre de publicité qu'on veut. Ça a révélé certains tempéraments, caractères, personnages. Oui. Ben, moi, j'ai poursuivi mon propre le gouvernement au Québec, au Canada. Ouais. Parce que... mais j'étais ami avec le professeur Luc Montagnier aussi. Oui. Puis... oui. Je veux dire, il m'en a raconté. Ça avait donné, oui. Donc, mais
tout ça a fait que, bon, alors là, j'ai vu... Ça fait du nettoyage. Oui, mais là, je me retrouve, bon, plus de lien académique et tout ça, sauf que, bon, il va arriver quelque chose. Je me dis, bon, il va y avoir d'autres opportunités. Puis l'année dernière, moi, j'ai toujours adoré la Suisse. Depuis que je suis un enfant, adolescent. Ou à tous les Suisses qui regardent, parce qu'il y a beaucoup de Suisses qui regardent. Ah oui? La Suisse a toujours eu une ouverture, c'est comme le Québec, tu vois. J'allais au Québec ou j'allais en Suisse, moi, pour trouver ces interviews. Ah oui, bon, ben tu vois, donc, j'avais essayé pendant la pandémie, j'avais fait une demande pour voir si c'était pas possible, mais il donnait pas de visa de longue durée, puis ça, il avait dit « Attendez que ça se calme, puis on verra ». Donc, je reçois une synchronicité intéressante. Donc, je reçois une belle lettre de l'Association des soins palliatifs du canton de Vaud, qui organise un événement, un gros colloque à la fin septembre dernier. C'était la Journée internationale des soins palliatifs. Puis ils me disent, Dr. Beauregard, à cause de vos travaux, tout ça, on serait même si vous n'êtes pas un spécialiste des soins palliatifs, votre modèle post-matérialiste peut expliquer plein de phénomènes. On serait honoré si vous acceptez. Tu peux être sûr que je suis allé en courant. Et là, une fois rendu là-bas, là, je me sentais comme chez moi. Puis là, je suis allé dire devant 600 personnes, la Suisse, pour moi, c'est comme le plus beau pays du monde. Là, les gens sont mis à m'applaudir, puis ça. Puis après, il y avait plein de monde dans le milieu académique qui sont venus me voir et dire « Jusqu'à quel point tu aimes la Suisse? » J'ai dit au point de faire mes valises, puis d'arriver ici. Bien sûr. C'est vraiment un très beau pays. Ben oui, mais l'ouverture, comme tu dis, j'en revenais pas. Tu avais des professeurs, des chercheurs très sérieux qui écoutaient des témoignages, puis ils réagissaient pas négativement comme en Amérique du Nord ou en France, par exemple. Parce que je suis déjà allé à Sorbonne, puis il aurait voulu me guillotiner à la fin de ma conférence. C'est ça qu'il m'avait dit, mon taux-bûcher. Mais là-bas, non, pas du tout. Donc, il y a un comité qui s'est formé, finalement, avec des gens importants. L'ancien vice-recteur de la recherche à la faculté de médecine à l'Université de Lausanne, tout ça. Ils m'ont fait des lettres extraordinaires. J'ai déposé une demande il y a quelques semaines. Impeccable. Donc, bientôt, tu seras voisin. Ça va prendre quelques mois pour avoir la réponse. Mais on a créé, ils ont profité de ma présence, on a créé l'Association pour l'exploration de la conscience. Donc ça, c'est une nouveauté. Sounds good. Oh, oui, c'est juste le début. Le projet que je vends au gouvernement suisse, la raison, c'est la création de mon propre institut de recherche, finalement. Bravo. Ouais. Avec plus de liberté par rapport au milieu académique encore. Enrichi de toutes ces expériences. Exactement, de tout ça. Ouais. Bravo, donc, merci. je suis rendu là. Ouais. Bon. Eh bien, ça sent une prochaine interview de la Suisse la prochaine fois. On sera pas loin. Merci beaucoup, Mario. Ouais, merci à toi. Bon regard et merci pour ce délicieux récit que j'arrivais pas à reposer le néant, les ténèbres et la lumière aux éditions Ariane, l'édition québécoise. Diffusé aussi en France. Merci, gros bisous, chers co-créateurs. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une délicieuse lecture et partage de cette vidéo parce que c'est important de diffuser ce genre d'informations de nos jours. Merci beaucoup pour votre contribution et je vous embrasse très très fort. À bientôt.